vous remercie beaucoup d'être là. Je voudrais faire un petit point d'abord sur quelques aspects qui concernent cette maison depuis 5 mois que je la dirige. Et puis ensuite, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Dès ma prise de fonction, c'était donc il y a 5 mois, j'ai voulu définir, sous l'autorité du Président de la République, en concertation avec le Premier ministre, le rôle de notre pays sur le plan extérieur. Et j'ai proposé comme aspect central, la France est une puissance d'influence. Et c'est dans cet esprit que je me suis efforcé depuis lors de conduire notre politique étrangère avec, à mes côtés, 4 ministres délégués, M. Pascal Canfin, qui a la gentillesse d'être là, qui est chargé du développement, Bernard Cazeneuve, qui est chargé des affaires européennes, Hélène Conway, qui est chargée des Français de l'étranger, et Yamina Benguigui, de la francophonie. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec chacune et chacun d'entre eux. Notre action implique bien évidemment une bonne coordination avec les autres départements ministériels concernés au sein du gouvernement, et c'est le cas. Cette puissance d'influence, elle doit défendre bien sûr d'abord nos propres intérêts, à nous, Français. C'est ce qui explique la diplomatie économique dont j'ai fait une priorité et le thème central de la conférence des ambassadeurs qui a eu lieu en août 2012 avec un plan global d'action en ce sens. Ce plan a commencé d'être mis en œuvre et il est particulièrement utile compte tenu de la situation dégradée que vous connaissez de notre économie. Tous nos postes diplomatiques, sans exception, sont chargés d'appliquer cette diplomatie économique. Les chefs d'entreprise et les partenaires économiques et sociaux y sont associés et y seront associés. Et j'ai voulu qu'une direction des entreprises soit créée au sein de cette maison et ce sera officialisé en novembre, donc dans un mois. J'organiserai par ailleurs au premier semestre de l'année prochaine une journée portes ouvertes de ce ministère qui a la même finalité. Et plusieurs personnalités ont bien voulu contribuer particulièrement à cet effort général. J'ai déjà cité Martine Aubry, qui est particulièrement chargée de ce qui concerne nos relations avec la Chine, Jean-Pierre Raffarin pour l'Algérie, Louis Schweitzer pour le Japon, Pierre Sellal, qui est notre secrétaire général pour les Émirats arabes unis. Ils sont nos représentants spéciaux, mes représentants spéciaux pour nos relations avec ces pays, et ils vont être rejoints prochainement, pour ce qui concerne le Mexique, par Philippe Faure, qui est notre ancien ambassadeur au Mexique, et pour ce qui concerne la Russie, par Jean-Pierre Chevènement. Notre influence économique ne peut pas être séparée de notre influence éducative, culturelle, scientifique et linguistique. J'ai eu l'occasion récemment de présider, c'était le 17 octobre, le Conseil d'orientation stratégique de notre Institut français. Et dans le budget 2013, dont vous avez pris probablement connaissance, nous avons obtenu que les crédits liés à l'enseignement du français à l'étranger soient intégralement préservés, de même que ceux qui sont consacrés à la mobilité universitaire et scientifique. Pour les Français de l'étranger, conformément aux engagements qui avaient été pris par François Hollande lorsqu'il était candidat, la réforme de la prise en charge, ce qu'on appelle la PEC, et son remplacement par une politique de bourse plus juste, a commencé d'être mise en œuvre sous l'autorité de Mme Conway, qui est ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, et l'audiovisuel extérieur, qui est un instrument décisif, a lui aussi dû commencer d'être adapté. La francophonie. La francophonie joue et jouera un rôle important dans notre diplomatie. Nous avons eu un récent sommet à Kinshasa qui a permis de mesurer tout cela. Le français n'est pas seulement une communauté de langue, il doit être aussi une communauté de valeurs. Un plan d'action pour la francophonie a fait l'objet d'une communication, il y a de cela 15 jours, au Conseil des ministres par Mme Benguigui. Parmi les actions que nous avons prévues, la tenue d'un grand forum des femmes francophones devrait permettre de renforcer la place de la francophonie dans notre diplomatie et nous y travaillons. Notre diplomatie est aussi celle du développement. Avec la crise, nous avons besoin de davantage de solidarité et pas de moins de solidarité.
C'est notre ligne de conduite avec Pascal Canfin, qui est ministre chargé du développement. Nous avons renoué le dialogue avec tous les acteurs du développement. Ce sont les États bénéficiaires et partenaires, les ONG, les collectivités locales, les sociétés civiles. Nous allons progressivement doubler la part de cette aide mise en œuvre par les ONG. C'est le sens aussi des assises du développement et de la solidarité internationale que nous allons réunir à partir du 5 novembre prochain. Au plan financier, nous avons fait un choix politique qui est fort dans un contexte difficile, c'est de maintenir notre effort budgétaire en matière d'aide publique au développement. Nous mettons en œuvre l'engagement de consacrer au moins 10% de la taxe nationale de la consacrer au développement, avec deux grandes priorités qui sont santé-sida d'une part et environnement-climat d'autre part. Et il en sera de même avec la taxe sur les transactions financières européennes, dont le principe vient d'être adopté et confirmé la semaine dernière. J'attache aussi beaucoup d'importance à ce que j'appelle la diplomatie démultipliée. C'est une diplomatie qui fait intervenir en particulier les collectivités locales. Évidemment, il n'y a qu'une diplomatie, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de partenaires dans cette diplomatie, en particulier les collectivités locales. Un rapport va m'être remis avant la fin de l'année par le secrétaire général de l'Association des maires de France, qui est M. Léniel, et sur cette base, nous prendrons les décisions nécessaires en concertation, bien sûr, avec les collectivités. Notre influence s'exerce pas seulement pour soutenir nos intérêts propres, mais aussi pour défendre un certain nombre de valeurs universelles. C'est d'ailleurs une des spécificités de la diplomatie française. La suppression universelle de la peine de mort, comme vous le savez, sera, pour les 2 ans à venir, une grande cause que nous allons défendre partout. J'ai déjà réuni avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin en septembre aux Nations Unies plus de 50 pays autour de cette cause. Je vais participer en juin prochain à la conférence de Madrid pour l'abrogation universelle de la peine capitale et, entre-temps, de multiples actions seront menées en ce sens. Mesdames et Messieurs, nous devons à la fois affronter les crises de court terme et, en même temps, nous devons construire une politique étrangère de long terme. À court terme, nous nous mobilisons notamment pour essayer, et ce n'est pas facile, de résoudre les crises de Syrie et du Mali. Les ambassadeurs Éric Chevalier d'une part et Jean-Félix Paganon d'autre part suivent en permanence à mes côtés ces deux conflits. La France joue un rôle de facilitateur. Concernant la Syrie, outre l'organisation le 6 juillet dernier à Paris de la conférence des amis du peuple syrien avec plus de la moitié des États du monde, j'ai convoqué, vous vous en souvenez peut-être, et présidé à New York une réunion du Conseil des Nations Unies, du Conseil de sécurité à la fin août, pour apporter des réponses aux lourdes questions humanitaires. Nous poursuivons notre action sur le triple plan diplomatique, politique, en essayant de faciliter l'union de l'opposition, et sur le plan humanitaire, en particulier dans ce que nous avons appelé les zones libérées, afin de favoriser les changements indispensables et le départ de Bachar el-Assad dans un conflit qui a fait déjà près de 35 000 morts. Au Mali, après l'adoption récente à l'unanimité de la résolution 2071 du Conseil de sécurité, après les décisions convergentes qui ont été prises par l'Union européenne, après la réunion de Bamako du vendredi dernier, nous nous mobilisons pour mettre en place les actions nécessaires en liaison avec nos partenaires africains et avec la communauté internationale. Notre action recouvrira 3 dimensions. Une dimension sécuritaire, notamment avec un soutien logistique pour l'opération africaine de sécurisation du Nord Mali. Une dimension politique, qui passe par la consolidation des autorités de Bamako et un processus de réconciliation de toutes les parties concernées. Et une action de développement et d'aide humanitaire qui est ô combien nécessaire dans cette région, Mali et pays voisins, qui sont extrêmement pauvres. Nous voulons que nos otages soient libérés et nous voulons que soit libéré le Mali du terrorisme. Sur un autre plan, l'Iran occupe notre attention constante afin d'éviter le grave danger que représenterait la possession par ce pays de l'arme nucléaire. Nous participons pleinement à la stratégie de négociation et de sanctions qui commencent à produire leurs effets, au sein de ce qu'on appelle le 5+1, c'est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Nous agissons en ce sens
et nous sommes à l'initiative au sein de l'Union européenne, notamment avec l'adoption récente d'un nouveau train de sanctions. Nous n'oublions pas, évidemment, que le conflit israélo-palestinien reste au cœur des problèmes de la région et que sa solution doit absolument progresser. Ces démarches se conjuguent avec une politique européenne de la France extrêmement active, sous l'autorité de Bernard Cazeneuve, qui est chargé des affaires européennes. Des avancées importantes ont pu être obtenues, le plan de relance européen en juin, le vote du traité dit traité budgétaire en octobre, la taxe sur les transactions financières sous forme de coopération renforcée, j'en ai parlé, la mise en place du mécanisme européen de stabilité. La politique euro-méditerranéenne et l'accompagnement des pays du printemps arabe sont et seront particulièrement mis en valeur. D'ici la fin de cette année, nous agirons notamment pour l'application complète des décisions prises au sommet de juin. Nous devrons, et ce ne sera pas facile, mener à bien la discussion sur les perspectives financières de 2014 à 2020, participer aux travaux sur l'avenir de l'Union européenne pour construire ce que le président de la République appelle l'intégration solidaire. Avec mes collègues concernés, français et européens, mais d'abord français, nous présenterons prochainement des propositions sur la coopération européenne dans le domaine de l'énergie et sur la défense européenne. Pour être menée à bien, cette politique d'influence a besoin évidemment de moyens. Le ministère bénéficie de personnels très compétents et qui sont mobilisés. Je souhaite leur rendre hommage. Dans un ministère qui, jusqu'à présent, n'a pas fait une grande place, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les hauts postes aux femmes, le nombre des femmes nommées dans des postes de responsabilité a commencé d'être accru. C'est ainsi que, depuis 5 mois, 40% des ambassadeurs nommés sont des femmes. Le budget 2013, qui sera examiné par le Parlement dans les jours qui viennent, participe bien sûr à la politique générale de redressement des finances publiques et de réduction des déficits. Mais dans ce cadre, j'ai souhaité et obtenu que le budget de cette maison permette de dégager de vraies priorités et d'assurer nos missions. Parmi ces priorités budgétaires, la sécurité des postes à l'étranger, qui est un vrai souci compte tenu du monde dangereux dans lequel nous sommes, dont les crédits augmentent de 23%, les moyens de communication interne, télégramme, téléphone, etc., qui augmentent de 10%, mais aussi l'action sociale et, ce qui est fort important, la préservation intégrale des crédits pour l'éducation à l'étranger. Compte tenu des efforts très lourds qui ont été imposés dans le passé à cette maison, la réduction des postes a été limitée à moins de 200 par an et j'attacherai une attention particulière à la situation de nos personnels qui sont de recrutement local. J'ai présidé personnellement à plusieurs reprises le comité technique ministériel. En liaison avec les parlementaires et les organisations syndicales, plusieurs réflexions de fond sont engagées, notamment sur l'adaptation qui est indispensable de notre outil diplomatique. Notre présence va être renforcée notamment en Asie, en Amérique latine et centrale, ainsi que dans les pays du printemps arabe et dans les pays émergents. Les conclusions sur toutes ces études seront rendues d'ici à la fin de l'année sur l'adaptation géographique de notre réseau diplomatique, sur la modernisation de notre réseau consulaire, sur notre politique de délivrance des visas ou encore sur l'avenir de notre réseau culturel un petit peu plus tard. Cette politique active implique évidemment, de la part du ministre, c'est-à-dire de moi-même, et des ministres délégués, une présence personnelle forte à l'étranger. En ce qui me concerne, mes collègues et amis ne sont pas en reste, j'ai effectué en 5 mois, c'est mon cabinet qui a fait les additions, l'équivalent de 4 tours du monde, rencontré 40 ministres des Affaires étrangères, 48 chefs d'État et de gouvernement. Je rappelle qu'il y a près de 200 pays dans le monde. D'ici la fin de l'année, je me déplacerai notamment en Asie avec le président de la République pour le sommet de l'ASEM à Vientiane, au Maghreb et au Moyen-Orient, le Caire, Tripoli, Riyad, Doha pour la conférence sur le climat, Alger et le Maroc. J'aurai l'occasion de me rendre plusieurs fois à Bruxelles pour le Conseil des Affaires étrangères, ainsi que pour la réunion en décembre des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Je m'exprimerai également à Rome devant la conférence italienne des ambassadeurs à la fin décembre, à l'invitation de mon homologue. Et après tout, c'est à la fois utile et pas nécessairement désagréable
d'être à la fin du mois de décembre à Rome. Au premier trimestre 2013, je serai à Santiago du Chili pour le sommet entre l'Union européenne et CEPAL, entre le 25 et le 25 janvier. Je visiterai plusieurs autres pays d'Amérique latine, la Colombie et l'Argentine notamment. Je me rendrai également en Tunisie et dans plusieurs capitales européennes. Au total, cette action diplomatique, qui fait l'objet d'une concertation permanente avec le président de la République et le Premier ministre, donne lieu aussi à des échanges utiles avec les groupes parlementaires et avec les responsables des principales formations politiques que j'ai reçues ou que je recevrai. Je pense que tout cela correspond, dans un esprit de rassemblement, à ce qu'on attend de la politique étrangère de la France. Dans cette période courte, je peux dire que nous avons pu nouer, parfois renouer, avec de nombreux pays, de bonnes, voire d'excellentes relations. Après 5 mois, je constate donc que dans ce monde éclaté et dangereux, la France, qui est une puissance d'influence, est respectée, attendue et entendue. Et je vais entendre vos questions. Allez-y, Monsieur Baronier. Oui, Jacques Baronier, Les Échos. J'avais une question sur la diplomatie économique. Et j'aurais voulu savoir, le Foreign Office rend même hommage à la cohérence de l'action de cette diplomatie économique, du moins des principes intellectuels. En Grande-Bretagne ou en France? En France, sur la France. Et j'aurais voulu savoir si vous trouvez que vis-à-vis des entreprises, on a la même cohérence au sein du gouvernement, notamment sur les questions de la fiscalité des successions d'entreprises. Vous avez remarqué, puisque vous êtes un fin observateur, que je suis ministre des Affaires étrangères. Et que je suis, comme disent les coureurs, dans mon couloir. Maintenant, si vous voulez une réflexion générale, parce que je regarde quand même les journaux, j'écoute la radio et la télévision, et il ne m'est pas interdit de réfléchir, je pense que nous avons besoin à la fois des entrepreneurs et des salariés. Point à la ligne. Bon. Autre question. Je vous en prie. Georges Malbruno du Figaro. Monsieur le ministre, j'ai une question sur la Syrie. Oui. Le Conseil national syrien, la semaine dernière, a tenu une réunion à Doha, là, et un certain nombre de ses dirigeants m'ont dit qu'ils ne trouvaient prématurée l'initiative française de former, de demande de formation d'un gouvernement transitoire. Alors, est-ce que vous allez, en me disant que c'était prématuré, que finalement il n'y avait pas d'accord au sein des pays du groupe des amis de la Syrie, des pays occidentaux, est-ce que vous allez renoncer ou continuer? Et j'ai une deuxième petite question sur le Liban. Après l'assassinat du général Wissam El Hassan, qui était quand même assez proche de la France, dont la France avait beaucoup aidé son service, etc. Est-ce que vous considérez qu'un message a été adressé à la France à travers cet assassinat? Et est-ce que, question subsidiaire, nos soldats de la force intérimaire des Nations Unies, leur sécurité a été renforcée? Alors, d'abord sur le premier point, les choses se présentent de manière utile, puisque je vais vous lire communication du communiqué qui a été rendu public par le Press Office du Syrian National Council. Sous le titre « Le nom du Conseil national syrien à François Hollande », le Figaro a publié le 23 octobre 2012 des propos déformés de M. Burhan Ghalioun, l'ancien président du CNS. À cette occasion, M. Ghalioun et le CN syrien souhaitent affirmer que leurs positions sont identiques avec celles de la France et celles du président François Hollande quant à la nécessité de l'unification des efforts de l'ensemble de l'opposition en vue de la formation d'un gouvernement provisoire dès que les conditions politiques le permettront. Donc, je pense que ça répond à votre question. Sur la question libanaise, c'est ça. Bon, d'abord, quelques mots sur cet assassinat. C'est manifestement, sans qu'on connaisse encore les détails, et il faut qu'une enquête ait lieu pour remonter à la source les auteurs et les commanditaires. Tout ceci se place dans le prolongement, je dis bien dans le prolongement, de la crise syrienne. J'ai eu au téléphone à la fois M. Hariri, M. Mikati, également Nabi Berri, Walid Jumblat, d'autres responsables. Le président Slimane s'est exprimé.
Notre position, à nous, Français, c'est de dire qu'il faut éviter au maximum la contagion sur le conflit syrien, gravissime, et la situation libanaise. Et qu'il faut que le Liban garde au maximum sa cohérence et se préserve de ce qui s'est passé dans une période que vous connaissez, comme moi. Et rien ne serait pire que de mettre dans la rue les uns 500 000 personnes, les autres 800 000, et finalement d'augmenter le déchirement d'un pays qui a besoin de sa cohésion, que la France aime et soutient. Et voilà le message que nous avons fait passer aux uns et aux autres. En ce qui concerne la FINUL, bien évidemment, comme vous le savez et vous l'avez dit, les troupes françaises sont présentes là-bas, en nombre important. Je pense que leur présence est très appréciée et des dispositions sont prises d'une façon permanente, et en particulier dans ce contexte, pour renforcer leur sécurité. Et je veux ajouter à cette occasion à la fois la condamnation une fois de plus de cet attentat et notre solidarité totale avec le peuple libanais dans sa diversité. Bertrand Galichet, France Inter, ici, Monsieur le Ministre. Oui, bonjour, Monsieur Galichet. Concernant le Mali, il y a des informations contradictoires ces derniers temps sur un afflux éventuel de djihadistes étrangers au nord Mali. Avez-vous une confirmation sur ces renforts pour les islamistes du nord Mali? Et est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que cela est de nature à modifier éventuellement l'action de la France à la veille de cette opération militaire qui se prépare? Nous n'avons pas eu confirmation de cela. J'ai vu effectivement des informations en ce sens, et à l'heure où je m'exprime, nous n'avons pas eu confirmation. Sur l'ensemble de ce qui se passe au Mali, je voudrais redire peut-être d'une autre façon ou compléter ce que j'ai dit dans mon petit avant-propos. Il y a une situation au nord Mali qui est une situation gravissime. Et je pense que de plus en plus de pays et l'ensemble de la communauté internationale sont en train de le percevoir et de le comprendre. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu, il y a quelques jours, cette résolution unanime du Conseil de sécurité. Et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de résolutions unanimes sur des sujets très sensibles. Qu'est-ce qui se passe en effet? Il se passe que, d'une part, l'intégrité du Mali est mise en cause, puisqu'il est coupé en deux, et que, d'autre part, au nord, il y a des terroristes, avec des appellations qui peuvent être diverses, qui, à la fois, ont beaucoup d'armes, une partie de ces armes, d'ailleurs, venant de la suite du conflit libyen, beaucoup d'argent lié en partie au trafic des otages et en partie au trafic de drogue. Et que ces terroristes menacent non seulement la vie des Maliens, vous avez vu les pratiques, couper les mains, assassiner, violer, saccager les mausolées. Non seulement ces pratiques sont évidemment intolérables, mais ça menace les pays de l'Ouest africain qui le ressentent, les pays voisins dont vous connaissez la liste, et l'ensemble de l'Afrique. Car j'ai personnellement reçu dans mon bureau des responsables de pays de l'Est africain qui m'ont dit que se constituait une espèce d'école internationale de formation du terrorisme à partir du Mali. Ceci est gravissime et menace d'abord tout le développement de l'Afrique, parce que si vous avez durablement des terroristes avec des moyens considérables qui sont implantés non seulement dans un pays, dans une région et dans un continent, le développement devient impossible. Mais menace aussi la sécurité de l'Europe et, parmi l'Europe, de la France. Et c'est à cause de cela, à cause de cette perception, que, au cours des dernières semaines, et bien sûr la France a apporté sa pierre pour donner des éléments d'information et d'analyse, la communauté internationale, j'ai vu cela, j'ai senti cela dans les discussions, a modifié
de manière très unanime sa position. D'où la résolution du Conseil de sécurité, d'où les décisions prises par l'Union européenne, d'où la nomination de M. Romano Prodi, d'où, ce qui aurait été impossible il y a quelques semaines, la réunion de vendredi dernier de Bamako, où la CEDEAO a joué son rôle, l'Union africaine, et nous sommes extrêmement heureux, qui est beaucoup plus large, a joué également son rôle, et où des orientations ont été prises, réunion, je crois, satisfaisante. La France, là-dedans, elle joue uniquement, j'allais dire, c'est déjà important, un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que nous n'avons absolument aucune intention d'agir à la place des Africains. C'est une série d'orientations dont l'application doit d'ailleurs d'abord revenir aux Africains. Si nous pouvons faciliter les choses sur un triple plan, qui est, je dis tout à l'heure, d'abord, il y a l'aspect sécuritaire pour renforcer les Maliens, et puis, lorsque le moment sera venu, pour aller à la reconquête des villes. Il y a l'aspect sécuritaire. Il y a évidemment l'aspect politique, pour que le pouvoir malien puisse être solide et qu'en même temps il y ait des discussions. Et la réunion de vendredi dernier a pris des principes qui me paraissent excellents, c'est-à-dire on peut discuter avec des gens du Nord, on doit discuter, mais à condition que ceux-ci récusent la mise en cause de l'intégrité du Mali et récusent la violence et le terrorisme. Sinon, il n'y a pas de discussion. Et d'autre part, il y aura le moment venu des élections, et puis il y a une action de développement proprement dit, une action humanitaire, parce qu'il y a des centaines de milliers de Maliens qui sont en difficulté, qui sont parfois partis au sud ou partis dans les pays voisins. On pense au Niger, on pense au Burkina, on pense à la Mauritanie. Voilà. Et donc, c'est cela, notre analyse d'ensemble, c'est cela qui est en train de se produire. Et la France, évidemment, y est très attentive, même si, désormais, c'est une action de la communauté internationale tout entière. Alors, je viens de vous dire que, à ce moment où je m'exprime, j'ai posé la question, mais personnes qui ont des éléments précis d'information, mais je n'ai pas eu de réponse en ce sens. Madame. Monsieur le ministre, bonjour. Ah bon, alors peut-être après, quand vous aurez le micro. Allez-y, monsieur, allez-y. Mathieu Cavada, ITélé. Une question pour poursuivre sur le Mali. Est-ce que vous confirmez que la France a repris sa coopération militaire qui avait été donc suspendue avec le Mali? Est-ce que d'autre part, ça signifie une accélération du calendrier d'une éventuelle intervention? Non. Sur le deuxième point, non. Et sur le premier point, mon représentant, Jean-Félix Pagano, a dit que nous étions disposés à le faire, comme les autres pays. Je vous précise d'ailleurs que c'était la semaine dernière, et ça a été repris par les chefs d'État et de gouvernement dans le sommet européen. Il a été dit qu'au niveau européen, pas simplement la France, nous étions disposés à reprendre notre coopération et que nous allions coopérer pour, dans le cadre de la PSDC, pour agir pour renforcer la sécurité. Mais nous sommes tout à fait disposés à le faire, nous, Français, mais ça ne signifie absolument pas une accélération. Bonjour, Cécile Feuillade de l'AFP. Sur le Mali, toujours, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a eu une réunion hier à Paris avec des hauts représentants américains et que la France, et se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, et que la France va envoyer 2 drones? Non, je ne confirme absolument pas cela. J'ai dit ce que nous faisons, nous, Français. Et bien évidemment, nous avons des concertations au plan international, puisque nous avons voté ensemble des résolutions avec les Américains, les Russes, les Chinois. La résolution a été co-parrainée par l'Afrique du Sud. Et donc, nous agissons de concert, mais dans le cadre de ce qui a été dit à la fois à l'ONU, au niveau européen et dans la réunion de Bamako. Et nous allons avoir, bien sûr, des concertations, notamment parce que nous devons, d'ici une trentaine de jours, au maximum,
présenter une deuxième résolution aux Nations Unies. Puisque vous savez qu'entre la première et la deuxième résolution, c'est un délai maximum de 45 jours qui a été donné. Cette deuxième résolution va présenter des concepts plus opératoires. Et donc, il y a un travail de rassemblement à faire entre les uns et les autres. Mais il n'y a pas de matériel, que ce soit au sol ou en l'air, qui sont actuellement mis en place spécifiquement. Madame. Les médias américains nous annoncent depuis 2-3 jours que les Américains sont en train de négocier avec l'Iran. Est-ce que ça vous gêne dans les négociations avec les 5+1, d'abord? Deuxièmement, je reviens à la question sur le Liban de mon collègue Bruno. Après l'assassinat du général Hassan, les ambassadeurs du Conseil de sécurité, dont l'ambassadeur français, ont exprimé la volonté de leur gouvernement que le gouvernement libanais reste, alors que c'est un gouvernement Hezbollah, allié de la Syrie et de l'Iran. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer la logique derrière cette volonté? La première question, c'était sur quoi, madame? C'était sur l'Iran et la négociation des Américains avec l'Iran. Alors, ceci est paru dans un journal américain et a été contesté par l'administration américaine. Donc, moi, j'en suis là. Maintenant, comme vous le savez, notre position vis-à-vis de l'Iran, quand je dis notre, c'est la position des 5+1, c'est-à-dire les Français, les Britanniques, les Américains, les Chinois et les Russes, plus les Allemands, avec Mme Ashton qui discute en notre nom. Notre position est ce qu'on appelle en bon français le double track, c'est-à-dire à la fois les sanctions et les négociations. Les sanctions, bon, nous en avons pris, nous avons proposé de nouvelles, et il semble qu'elles aient un effet assez rude. La négociation, alors la négociation, elle a eu lieu dans le passé à plusieurs reprises. Il est prévu qu'elle puisse se poursuivre, parce que, évidemment, c'est la seule bonne solution pour arriver à faire bouger les choses. Mais elle se mène dans le cadre du 5+1. Et je n'ai pas du tout d'autres éléments d'information que cela. Ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, alors vous avez fait un peu la question et la réponse en disant c'est un gouvernement du Hezbollah, etc. Bon, les choses sont, vous le savez, chacun le sait ici, plus complexes. Et en particulier, dans la dernière période, comme vous le savez, puisque manifestement vous vous intéressez beaucoup à ces sujets, le président Slimane a réuni ce qu'il appelle le dialogue national avec l'ensemble des parties prenantes, et le président libanais, qui a une autorité importante, souhaite que cette cohésion soit maintenue. Nous n'avons pas, nous, gouvernement français, à dire, voilà, sur le plan politique, exactement ce qui doit se faire. Bon. Mais nous voulons, ça c'est clair et net, qu'il n'y ait pas, qu'on puisse éviter au maximum la contagion entre le conflit syrien et le Liban, ça c'est le point numéro 1. Nous voulons manifester notre solidarité avec l'ensemble du peuple libanais, c'est le point numéro 2. Et nous voulons éviter que l'on lance les uns contre les autres, car ça ferait l'affaire de qui, en définitive? Uniquement des ennemis du Liban, de ceux qui veulent son démembrement. Et c'est une tactique qui a été utilisée dans le passé à plusieurs reprises par le régime syrien, et dans le sens duquel nous ne voulons pas aller. Madame. Je vais encore prendre 4-5 questions. Merci. Nathalie Nogueret de Le Monde. Monsieur le ministre, à propos du Mali, est-ce que la France considère que l'Algérie, à laquelle Paris a envoyé un certain nombre de messages, essaie de nouer un dialogue nouveau, est-ce que l'Algérie, de votre point de vue, vient vers l'idée qu'une intervention militaire serait effectivement souhaitable? On avait senti les Algériens plus favorables à un processus de négociation, d'engagement politique. Vous avez mentionné, vous aussi, un processus politique à Bamako. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez l'impression d'avoir l'Algérie à bord? Merci. Volontiers. Nous avons évidemment des contacts avec nos amis algériens. Moi-même, j'avais discuté de ce sujet, mais il y a déjà plusieurs semaines, avec mon homologue algérien et avec le président Bouteflika.
Et j'avais été frappé de voir que déjà à l'époque, ce qui était, si vous vous en souvenez, présenté comme une opposition de principe entre la France qui était supposée être militariste, etc., et les Algériens qui étaient supposés surtout refuser toute chose, cette présentation était erronée déjà à l'époque. Et je me rappelle fort bien une conversation avec le président Bouteflika qui me disait, mais bon, ça n'a pas le début du début d'un fondement. Et quand nous étions exprimés à l'issue de mon voyage avec mon collègue algérien devant la presse, nous avons dit que, bon, depuis, nous avons eu beaucoup d'occasions, bien sûr, de nous rencontrer, de travailler ensemble. Et ce qui me paraît aujourd'hui la réalité, mais bien sûr, il faudrait le demander aux Algériens eux-mêmes, il y a deux points d'accord absolument massifs, non seulement entre l'Algérie et nous-mêmes, mais avec tous les autres. C'est que deux principes doivent être absolument respectés. Premièrement, l'intégrité des territoires, en l'occurrence l'intégrité du Mali, et qu'on ne peut pas accepter qu'un pays soit coupé en deux parce que ceci, parce que des terroristes, parce qu'un putsch, etc. Et deuxième principe, lutter contre le terrorisme, et en l'occurrence le terrorisme mélangé au narco. Et sur ces deux points, la France et l'Algérie, avec l'immense majorité des autres, sont parfaitement d'accord. Voilà un point évidemment très important de convergence. Après, sur le processus même, les Algériens, comme nous, sont sensibles au fait qu'il faut qu'il y ait, bien sûr, un renforcement du pouvoir, il faut qu'il y ait un rétablissement de l'intégrité, il faut qu'il y ait un renforcement de la sécurité sous ses différents aspects, mais en même temps, il faut qu'il y ait des discussions. Parce que au nord, dans la population du nord, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Akmi, pas Moudjao, pas ceci, pas cela, mais qui sont beaucoup des Touaregs. Bon. Et donc là, il y a des discussions qui doivent être engagées. C'est le sens, n'est-ce pas, de la conclusion commune de Bamako. Et c'était la même chose, d'ailleurs, dans la résolution du Conseil de sécurité. Alors, là où il peut y avoir des différences d'appréciation, c'est est-ce qu'il y a une indépendance ou pas d'indépendance entre, par rapport à AQMI, que tout le monde reconnaît comme étant terroriste, bon, est-ce que tel mouvement, lui, ou telle autre personne, peut rentrer dans la catégorie des gens avec lesquels on peut discuter. Voilà, là. Bon. Et chacun peut avoir son sentiment, et nous échangeons nos informations. Et nos services travaillent d'ailleurs assez largement ensemble. Voilà où nous en sommes. Mais je pense qu'il est très utile d'avoir des contacts, nous le faisons en permanence avec nos partenaires algériens, sur ce sujet comme sur d'autres. Et notamment sur ce sujet, puisque eux, géographiquement, et par leur propre expérience, l'Algérie est un pays qui a souffert tragiquement du terrorisme pendant des années, qui a eu récemment, vraisemblablement, certains de ses diplomates qui ont été tués par une partie des gens dont on parle, et donc qui sait à la fois ce que coûte le terrorisme, et qu'il faut lutter contre lui, et les moyens de lutter contre lui. Je vous en prie. Monsieur le ministre. Robert Chaïd de La Voix d'Amérique. Et concernant l'Iran, samedi, vous avez annoncé que l'Iran pourra avoir en moins de 6 mois sa première bombe. Est-ce que c'est une information technique ou autre façon? Et deuxième, le 27, il y a une délégation qui va en Iran, je pense de Strasbourg, Parlement européen. Est-ce qu'ils vont aller pour parler ou plus pour écouter? Sur le deuxième point, je ne suis pas informé de cela. Mais de toutes les manières... les négociations se font dans le cadre que j'ai rappelé tout à l'heure, pas dans un autre. Sur le premier point, je ne me rappelle plus exactement l'expression que j'ai utilisée. Je ne dispose pas d'informations secrètes. Et d'ailleurs, si j'en disposais, pour respecter même le sens du mot secret, je ne les aurais pas nécessairement dit à la radio. Mais j'ai repris ce qui maintenant est avéré à partir des rapports de l'AIEA et d'autres éléments. On sait que l'accumulation de centrifugeuses, l'augmentation du taux d'enrichissement, etc., font qu'à une période que je ne peux pas qualifier en termes de mois, et cela fait évidemment l'objet de toute une série
d'interprétation et de calcul, il y a un moment où on risque de passer une zone où il sera très difficile d'arrêter l'Iran dans la possession de l'arme nucléaire. Or, de ce point de vue-là, oui, c'est une information publique, donc je vous la confirme, nous nous sommes réunis, le P5+1, aux Nations Unies, en comité ministériel, enfin c'était le ministre qui était là, et nous avons discuté de ce sujet, nous avons fait le point. Et parmi les points que nous avons faits, la confirmation que nous considérons, autant nous considérons que l'Iran, qui est un grand pays, peut parfaitement disposer de l'énergie nucléaire civile, ce n'est pas du tout en cause, autant nous considérons, et ce n'est pas une nouveauté, que la possession de l'arme nucléaire, ce qu'on appelle la bombe atomique en termes là, est inacceptable. Et inacceptable, ça veut dire qu'il ne peut pas être accepté. Et ça, c'est vrai dans toutes les langues. Alors, monsieur. Sur l'OTAN, un examen devait être effectué de la politique par le précédent gouvernement, le précédent quinquennat. Est-ce que vous êtes arrivé à des conclusions? Est-ce qu'il peut y avoir des inflexions? Alors, je pense que vous faites allusion au rapport qui a été confié à Hubert Védrine, c'est ça? Nous avons confié un rapport à Hubert Védrine, dont on connaît la compétence, pour évaluer, à la lumière de l'expérience, en rencontrant les uns et les autres, au fond, si les mérites qui avaient été mis en valeur à l'époque par le gouvernement précédent pour réintégrer le commandement intégré de l'OTAN étaient confirmés ou pas. Vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, lorsque le précédent président de la République avait pris la décision de réintégrer le commandement militaire de l'OTAN, il y avait deux arguments principaux qui avaient été mis en avant. C'est d'une part, ça permettra à la France d'être plus influente au sein de l'OTAN, et d'autre part, ça permettra de faire avancer la défense européenne. Je crois que c'était les deux arguments qui avaient été mis en avant. Bon, à l'époque, nous avions dit, nous ne voyons pas cela ainsi. Il n'est pas question de sortir de l'OTAN, c'est pas quelque chose qui est en question aujourd'hui, mais il est question d'évaluer exactement si ces motifs qui avaient été mis en avant se sont vérifiés ou pas. Et c'est le travail d'Hubert Védrine qui doit nous remettre avant la fin de l'année, puisque son travail va être utile en particulier pour la préparation du livre blanc sur la défense. Voilà où nous en sommes. Je ne me rappelle plus exactement la date à laquelle il doit remettre son rapport, mais là nous sommes fin octobre, je pense que ça doit être au mois de novembre ou quelque chose comme ça, enfin dans quelques temps. Je crois que M. Erlanger, voilà, est là. Allez-y, comme ça nous aurons aussi votre point. Oui. Dans le pays, qui sont les bons interlocuteurs, à qui on peut se fier? Est-ce qu'il y a des divisions entre l'armée qui semble ne pas avoir très envie d'une intervention de l'extérieur et les pouvoirs politiques au pays? Nous avons une assez bonne connaissance de ce pays, mais nous discutons, comme c'est normal, au premier chef, avec le président et avec le Premier ministre, qui sont les autorités légitimes du Mali. Voilà, alors, je ne vais pas rentrer dans les épisodes qui concernent telle ou telle personnalité, mais nous discutons, comme c'est normal, avec les autorités constituées du Mali, ce qui ne nous empêche pas de faire une analyse de la diversité de la situation. Oui, madame. Lucie Liu, Phoenix TV. Si vous le permettez, deux petites questions sur l'Asie.
La semaine dernière, après votre rencontre, votre homologue japonais avait souligné à la presse que la position du Japon sur le conflit des îles avec la Chine a eu un certain degré de compréhension de la part de la France. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le degré de cette compréhension en tant que gagnant du prix Nobel de la paix? Et vous avez indiqué tout à l'heure aussi en tant qu'un puissant influent, l'ONU, notamment la France, qui sont des conseils concrètement pu suggérer pour apaiser la tension du conflit dans cette région. Deuxième question, c'est sur la région centrale, l'Asie centrale. Est-ce que vous pouvez confirmer le retrait en avance des troupes françaises de l'Afghanistan? Alors, sur le premier point, j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir M. Guemba, que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs au cours de cette année, et qui est un ministre extrêmement dynamique. Et vous savez que nous souhaitons avoir des relations de plus en plus proches avec le Japon, qui est un grand pays, qui est proche à beaucoup d'égards de la France, qui économiquement est très présent en France, puisqu'il y a 60 000 emplois qui dépendent d'entreprises japonaises, qui a une haute technologie, et nous voulons vraiment développer nos relations, notamment avec le Japon, pas seulement avec le Japon. Le président de la République, d'ailleurs, dans sa conférence, avant la conférence des ambassadeurs, avait insisté sur ce point. Et donc, nous avons parlé de beaucoup de sujets, et notamment, il m'a fait un exposé de la position japonaise, et j'ai dit que nous souhaitions que ces questions ne fassent pas l'objet d'affrontements et soient réglées conformément au droit. J'ai vu d'ailleurs avec plaisir, et il n'y a pas de rapport de cause à effet, qu'au cours des derniers jours, il y a, j'espère que ça va continuer, une diminution de tension, mais je ne pense pas que ce soit dû seulement à mes propos, ni même essentiellement. Alors, sur l'autre point, l'Afghanistan, oui, je me suis rendu en Afghanistan il y a quelques jours, pour un séjour rapide, qui avait un but essentiellement civil. Vous savez peut-être que nous avons signé un traité d'amitié avec l'Afghanistan, entre la France et l'Afghanistan. C'est d'ailleurs le précédent gouvernement qui l'avait négocié et signé, et nous l'avons fait ratifier, et le gouvernement afghan vient de faire ratifier par le Parlement afghan. Donc il fallait mettre tout ça en œuvre, et puis en plus, il y a une œuvre absolument magnifique qui est un hôpital qui est réalisé à Kaboul même, et ce sont à la fois la France, la Fondation de l'Aga Khan et une association remarquable qui s'appelle les Enfants de l'Espoir, je crois, ou les Médecins de l'Espoir, chez M. Chesson, qui est le neveu de Claude Chesson, qui anime tout ça, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait déjà un pavillon qui avait été réalisé en ce qui concerne les petits-enfants. Maintenant, il va y avoir la mère aussi, avec un service de gynécologie et d'obstétrique. Et puis ensuite, une troisième étape sur un centre qui rayonnera plus largement et qui servira aussi une espèce de CHU. Bon, donc j'ai fait ce que j'avais à faire par rapport à cela. J'ai rencontré aussi les autorités politiques, M. Karzai, l'opposition, etc. Et j'ai vu aussi, bien sûr, les militaires. Et il m'a été confirmé par nos militaires que, tout en restant prudent, parce que ce sont des sujets très compliqués, où il faut évidemment faire d'abord attention à la sûreté, à la sécurité, alors que nous avions dit que nos troupes combattantes seraient totalement retirées d'Afghanistan à la fin du mois de décembre, nous devrions pouvoir le faire en avance, tout en assurant le niveau maximum de sécurité. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, nous allons nous retirer sur le plan militaire et continuer et augmenter même notre coopération sur le plan civil. Monsieur Gosset. Monsieur le ministre, je reviens au Mali pour vous parler des otages. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la position de la France concernant les otages? Est-ce que la France a pour politique de ne pas verser de rançon? Est-ce que c'est ça la politique de la France? Et est-ce que dans le contexte actuel de bruit de bottes et d'intervention possible d'ici quelques mois, est-ce que cela met selon vous en péril la vie des otages? Et comment vous réagissez face à cette situation où les familles expriment leur vive inquiétude? Merci. Et j'ajoute la deuxième question, excusez-moi, sur le plan
de l'intervention possible. Est-ce que si les Africains demandent à la France d'intervenir à leur côté sur le plan logistique, est-ce que cette intervention pourrait amener la France, est-ce que la France accepterait de mettre ses drones et ses avions à disposition de cette intervention en termes d'appui logistique pour que l'intervention soit un succès? Merci. Monsieur Gosset, vous m'interrogez sur les otages, d'autres collègues à vous auraient pu le faire, et évidemment, c'est un sujet particulièrement sensible. Nous travaillons chaque jour, les uns et les autres, pour essayer d'obtenir la libération des otages. Et les familles que nous avons reçues, le président de la République les a reçues, moi aussi, font preuve d'un courage admirable, parce qu'il faut connaître, imaginer quelle est leur situation en pensant aux membres de leur famille qui sont détenus là-bas. Donc, nous y travaillons vraiment d'une façon extrêmement proche, méthodique et constante. Mais je ferai d'ailleurs, comme probablement, et même certainement, mes prédécesseurs le faisaient avant moi, je ne souhaite pas communiquer de détails là-dessus, pour des raisons de discrétion évidentes. Ce qui compte, c'est d'être, autant qu'on le peut, efficace. D'ailleurs, bien sûr, vous-même, représentant de la presse, j'imagine que vous posez des questions sur votre propre rôle à chaque moment pour ne pas être utilisé. Ce n'est pas facile. Notre objectif est clair, c'est de libérer des otages. Je n'entrerai pas dans plus de détails. L'objectif de la communauté internationale, c'est également de libérer le Nord Mali du terrorisme intégriste, du terrorisme narco. Voilà. Et c'est une démarche qui a plusieurs aspects, je l'ai dit il y a un instant, et qui doit être menée d'abord par les Africains. D'abord par les Africains. Et nous, la communauté internationale non africaine, la France et d'autres, nous pouvons venir en appui. Alors on l'a dit, en appui logistique. Je ne vais pas être plus précis, mais cela définit bien le cadre dans lequel nous intervenons. Dernière question, à vous. Je vous en prie. Non, oui, c'est ça. Oui, merci. Je voulais vous demander au sujet de la réunion de soutien au Conseil révolutionnaire civil syrien de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui maintenant commencent à vraiment mettre la main à la pâte, à vraiment faire tache d'huile avec la France sur le système que vous avez défini? Est-ce qu'il y a peut-être davantage de conseillers locaux, des comités de coordination qui viennent en France ou que vous contactez là-bas? Et est-ce qu'au-delà de la tache d'huile des territoires libérés, à l'intérieur même, derrière les lignes du régime, est-ce que nous avons des interlocuteurs qui pourraient faire ce nouveau pays une fois que le régime sera tombé? Je vous en prie. Monsieur le ministre, je suis Balout Mohamed de Safir. Je voudrais vous demander, hier, Monsieur Hervé Letsus, le responsable que vous connaissez, a évoqué la possibilité aujourd'hui d'étudier une hypothèse d'envoi d'une force d'interposition internationale ou arabe en Syrie. Est-ce que cette hypothèse avance et est-ce que vous discutez avec ça, avec les Russes que vous connaissez très bien, qui sont absolument opposés à toute résolution sous le chapitre 7 des Nations Unies ou du Conseil de sécurité? Bon, là, vous avez profité du fait que vous étiez à côté de votre voisin pour poser une question qui est un peu différente. Mais enfin, je vais répondre aux deux, et puis ce sera le dernier aspect. Sur notre action dans les zones libérées, bien sûr, chacun ici le sait, ce n'est pas une action qui, à soi seule, peut résoudre le conflit syrien, on le sait. Mais c'est une action qui est utile aux populations et qui a été jugée utile non seulement par les populations qui nous le remercient et qui souhaitent que ce soit augmenté, mais par beaucoup de partenaires, à la fois des pays arabes, des pays européens et des pays non européens. Et c'est dans ce cadre que nous nous situons, et parmi les pays que je peux citer, après chacun doit prendre évidemment ses déterminations, il y a le Canada qui est très intéressé et allant sur ces sujets. Il y a des pays plus petits, je pense à la Croatie, dont le ministre des Affaires étrangères m'a fait valoir son intérêt. Il y a l'Allemagne qui intervient déjà beaucoup et qui souhaite intervenir selon des modalités voisines. Bref, c'est une façon d'intervenir
qui est intéressante à la fois parce que c'est très concret et parce que, comme vous l'avez dit, cela peut préfigurer ce que seront les autorités de demain, et la Syrie de demain, puisque les autorités auxquelles nous remettons, que nous aidons, sont des autorités élues et qui est plébiscitée par la population compte tenu de leur comportement dans le conflit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui sera le dernier, M. Brahimi a fait des propositions sur ce qu'il appelle lui-même une trêve. En même temps, il dit dans ses derniers commentaires qu'il s'agit d'une initiative personnelle. Il a eu une rencontre avec Bachar, dont il a tiré un certain nombre de sentiments. Vous l'interrogerez pour lui demander s'il en pense. Il se rend en Iran, Moscou, à Pékin. Il fait le travail fort utile qui lui a été confié par le secrétaire des Nations Unies. Maintenant, par ailleurs, il peut y avoir, et dans le mécanisme qui prévoit, il n'y a pas de force à proprement parler. Par ailleurs, les Nations Unies font leur travail et examinent les différentes hypothèses. Quant aux Russes, ils insistent beaucoup, et après tout, pourquoi pas, sur ce que nous appelons Genève. Genève, c'est quelque chose d'important. J'y étais moi-même, j'étais de ceux qui ont tenu la plume. Et nous étions mis d'accord, les membres permanents du Conseil de sécurité, plus quelques autres pays qui étaient là, sur une déclaration. Kofi Annan était présent, nous lui avions demandé ce qui pouvait l'aider à faire son travail, qui finalement n'a pas pu prospérer. Et nous avons tous signé ce constat de Genève, je ne sais pas s'il faut l'appeler constat, accord, peu importe. Simplement, dès la sortie de la réunion, les choses n'ont pas pu aller plus loin, puisque certains d'entre nous estimaient que Genève avait comme condition préalable que M. Bachar el-Assad ne soit plus au pouvoir. C'est ce qu'il y a dans le texte, puisque le texte, d'après ma mémoire, dit qu'il y aurait, en bon français, un new governing body qui aurait la totalité des pouvoirs exécutifs. Et d'autre part, il y avait aussi une formule qui disait que pour désigner les représentants, il fallait que cela permette un consensus d'environnement, ce qui n'est pas la définition que je donnerais la plus évidente de M. Bachar el-Assad. Donc, je me rappelle très bien d'ailleurs que dans les couloirs de cette négociation, la discussion portait sur mais si Bachar el-Assad s'en va, dans quel pays, etc. Bon, c'était ça, Genève. Mais seulement, à l'issue de Genève, il y a eu une divergence d'interprétation qu'il faut considérer comme un fait, c'est que certains des participants, je pense en particulier à mon collègue M. Lavrov, ont dit mais non, c'est pas du tout ça que ça veut dire, etc. Et à partir de ce moment-là, Genève n'a pas pu prospérer. Mais il reste que nous avons signé ensemble cette analyse et cette proposition et ce constat, ce plan, si on peut dire. Et donc, il n'y a pas beaucoup de documents que nous avons signés ensemble, parce que malheureusement, au Conseil de sécurité, il y a eu plusieurs fois de suite, 3 fois de suite, les oppositions que vous savez. Donc, c'est aussi un document qui peut être utilisé. Simplement, l'accord que nous souhaitons, le départ de M. Bachar el-Assad, la fin du conflit en Syrie, le cessez-le-feu, c'est pas simplement reprendre un document, même si ça peut être utile. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Nous avons confiance en M. Brahimi, qui est un homme de grande qualité, qui est en train de faire son travail. Et puis, bon, nous espérons vraiment très, très fortement qu'on va pouvoir faire un pas, un progrès dans ce conflit qui est extrêmement cruel, puisque chaque jour, il y a des centaines de personnes qui meurent là-bas. Et j'ajouterais que sur le plan humanitaire, l'approche de l'hiver est tout à fait redoutable. Et qu'en plus, la volonté de contagion libanaise est extrêmement dangereuse. Toutes raisons pour lesquelles je pense que la position française, consistant à dire il faut que ce conflit s'arrête, et cela demande que M. Bachar el-Assad quitte le pouvoir. Il faut en même temps penser au jour d'après, et donc il faut en particulier assurer toutes les communautés qu'elles seront respectées et protégées, y compris bien sûr la communauté alawite.
Il faut unir l'opposition, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un projet alternatif et des hommes et des femmes pour l'incarner. Et il faut penser, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, à la Syrie du futur. Et c'est dans ce sens-là que travaille la France. Merci.